Mesdames et messieurs, chers invités, et tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui dans la quête de développement personnel et professionnel, je vous souhaite la bienvenue. Alors que nous nous rassemblons ici, nous sommes unis par un fil commun, un fil qui se tisse à travers la tapisserie de nos vies, colorant nos expériences et façonnant nos destins. Ce fil, souvent perçu comme un défi, est l'expérience de la douleur. Je veux que vous pensiez à une période de votre vie où vous avez fait face à un défi si redoutable, un obstacle si haut qu'il semblait insurmontable. Rappelez-vous la sensation, ce sentiment que c'était une montagne trop raide à gravir. Pourtant, vous êtes ici aujourd'hui, témoignage de la résilience de l'esprit humain et de sa capacité à surmonter l'adversité. Il est essentiel de reconnaître que la douleur, sous ses nombreuses formes, fait partie inévitable de notre parcours, mais plus important encore, elle est temporaire. Imaginez la douleur comme un voyageur traversant les saisons de votre vie. Elle arrive parfois à l'improviste, souvent indésirable, et elle s'installe. Pendant son séjour, elle nous met à l'épreuve, nous pousse, et exige plus de nous que ce que nous pensions possible. Mais comme tous les voyageurs, elle finit par partir, laissant derrière elle une trace de leçon, de force et souvent une version méconnaissable de nous-mêmes, plus forte et plus résiliente qu'auparavant. Je ne suis pas ici pour vous dire que la douleur est facile, ni pour diminuer les luttes que chacun de nous affronte. Mais dans mes années d'expérience à interagir avec des personnes de tous horizons, du jeune entrepreneur débordant d'idées au professionnel aguerri à la croisée des chemins, j'ai vu une vérité universelle. Cette vérité est que la douleur, peu importe sa sévérité, sa profondeur ou sa durée apparente, est un état temporaire. Ce n'est pas une résidence permanente mais plutôt une étape sur notre chemin vers de plus grands sommets. La douleur peut souvent sembler être une tempête implacable, battant les rives de notre résolution, menaçant d'inonder les fondations de nos espoirs et de nos rêves. Mais souvenez-vous, même la tempête la plus féroce finit par s'épuiser. Et dans son sillage, elle laisse un paysage souvent changé, oui, mais aussi propice à une nouvelle croissance, à de nouvelles possibilités, et à de nouveaux commencements. Je veux que vous reteniez cette pensée, la douleur est temporaire. Elle peut ne pas sembler ainsi sur le moment, elle peut sembler que la nuit ne finira jamais. Mais l'aube se lève toujours, le soleil se lève toujours, apportant avec lui la lumière, la chaleur et la promesse d'un nouveau jour. Les leçons que la douleur nous enseigne, utilisons ces expériences comme des pierres angulaires pour construire un chemin vers un avenir où nous ne sommes pas définis par notre douleur, mais par la façon dont nous l'avons surmontée, comment nous l'utilisons pour alimenter notre voyage vers le succès. Dans les mots qui suivent, je vais vous emmener à travers le paysage de la douleur, sa nature, ses leçons, et surtout, comment nous pouvons la transformer d'un ennemi en un allié. Ensemble, entreprenons de comprendre la douleur non pas comme un ennemi mais comme une partie intégrante, bien que difficile, de notre croissance et de notre développement. Souvenez-vous, dans le grand récit de votre vie, la douleur n'est qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Tournons la page ensemble et voyons ce qui nous attend alors que nous entrons dans le domaine de la compréhension de la douleur dans le contexte de notre croissance. Nous nous embarquons dans une exploration à la fois profonde et transformative. Il est crucial de reconnaître que la croissance dans sa véritable essence n'est pas un parcours marqué par des réussites continues et des facilités. Elle est ponctuée d'épreuves, de tribulations, et oui, de douleurs. Vous voyez, le concept de croissance lié à la douleur n'est pas seulement une réflexion philosophique, il est profondément enraciné dans le tissu même de notre existence. Pensez au processus de croissance physique, il est souvent accompagné de douleurs de croissance. De même, notre croissance personnelle et professionnelle n'est pas exempte de désagréments. La douleur, sous ses différentes formes, qu'elle soit émotionnelle, physique ou psychologique, agit comme un catalyseur qui nous propulse en avant, facilitant la croissance de manière que le confort ne pourrait jamais. Considérez l'histoire d'un papillon émergeant de sa chrysalide. La lutte pour se libérer n'est pas facile, c'est une lutte qui nécessite force, endurance et résilience. Cependant, c'est à travers cette lutte que le papillon acquiert la force dans ses ailes pour voler. Sans ce processus douloureux, le papillon ne pourrait jamais s'envoler. De même, dans nos vies, les luttes que nous affrontons, la douleur que nous endurons, construisent notre force, notre caractère et notre résilience. Elles nous équipent des ailes pour voler plus haut dans nos entreprises personnelles et professionnelles. La vie de ceux qui ont fait face à l'adversité et en sont sortis plus forts est riche d'exemples. L'histoire est remplie d'individus qui ont utilisé leur douleur comme tremplin vers la grandeur. Pensez aux plus grands inventeurs, aux leaders, et aux visionnaires, leurs parcours n'ont jamais été faciles. Ils ont fait face au rejet, à l'échec et à des chagrins. Pourtant, ils n'ont pas permis à leur douleur d'être un obstacle.
Au contraire, ils l'ont utilisée comme un tremplin pour atteindre la grandeur. Leur douleur n'était pas un point d'arrêt, elle était un point de départ pour la croissance et la transformation. Prenons l'histoire d'une jeune fille qui a fait face au rejet de plusieurs éditeurs pour son manuscrit. Chaque rejet était une piqûre, un moment de douleur et de doute. Mais elle a persévéré, croyant en son histoire et en son potentiel. Aujourd'hui, la série Harry Potter de J.K. Rowling est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement son talent qui a conduit à son succès, c'est sa capacité à persévérer malgré la douleur du rejet et de la critique. Maintenant, rapprochons cela de nos propres vies. Chacun d'entre nous ici a affronté ses propres défis et douleurs. Peut-être s'agissait-il d'une entreprise qui n'a pas décollé, d'un parcours professionnel qui a atteint une impasse, ou d'une perte personnelle qui nous a laissé désemparés. Dans ces moments de douleur, deux choix s'offrent à nous, céder ou surmonter. Céder, c'est permettre à la douleur de nous définir et de nous diminuer. Surmonter, c'est utiliser la douleur comme un outil de croissance, en apprenant d'elle et en la laissant nous renforcer. Ce processus de croissance à travers la douleur ne consiste pas à ignorer ou à minimiser nos luttes. Il s'agit de les reconnaître, d'apprendre d'elles, puis de les dépasser. Il s'agit de changer notre récit de « pourquoi cela m'arrive-t-il » à « que puis-je en apprendre ». Ce changement de perspective est le point de départ de la croissance. La croissance à travers la douleur concerne également la résilience. La résilience n'est pas un trait inné, c'est un muscle que nous construisons chaque fois que nous faisons face à un défi et que nous choisissons de nous relever, de nous épousseter et d'avancer. Nous renforçons ce muscle, plus nous l'exerçons, plus il devient fort. Et avec un muscle de résilience fort, nous sommes mieux équipés pour gérer les défis et les douleurs futures. De plus, il est essentiel de comprendre que la douleur n'est pas seulement un enseignant, c'est aussi un guide. Elle nous indique souvent des directions que nous n'aurions jamais envisagées. Souvent, le chemin que nous empruntons est confortable, familier, pas nécessairement là où nous sommes censés être. La douleur nous pousse hors de la complaisance, nous obligeant à explorer de nouvelles avenues et opportunités. Elle nous pousse hors de nos zones de confort, là où se produit la véritable croissance. Alors, en réfléchissant au rôle de la douleur dans notre croissance, souvenons-nous que ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais la façon dont nous y répondons. C'est notre réponse à la douleur qui façonne notre caractère, aiguise nos forces et construit notre héritage. Lorsque nous regardons en arrière sur nos vies, ce ne seront pas les moments de facilité et de confort qui se distingueront, ce seront les moments où nous avons affronté la douleur de front, l'avons combattue et en sommes sortis victorieux. Ce sont ces moments qui définissent notre parcours et notre croissance. Les défis et les douleurs qui viennent à nous, considérons-les non pas comme des barrières mais comme des ponts vers un moi plus fort, plus résilient et plus réussi. Et en faisant cela, portons avec nous la croyance inébranlable que la douleur est temporaire, mais que la croissance et la force que nous en tirons sont éternelles. Approfondissons la compréhension de la nature de la douleur temporaire. Cette exploration ne consiste pas seulement à reconnaître la douleur comme une phase transitoire, mais aussi à apprendre à distinguer l'inconfort temporaire de la souffrance à long terme, et à naviguer dans ces eaux avec grâce et force. Lorsque nous parlons de la nature de la douleur temporaire, nous discutons de la transience inhérente aux défis de la vie. Il s'agit de comprendre que les moments les plus difficiles de la vie, aussi intenses soient-ils, ne sont pas des éléments permanents de notre parcours. Cette réalisation est libératrice. Elle nous permet de faire face à l'adversité avec un état d'esprit différent, qui reconnaît la douleur mais voit aussi au-delà, vers le potentiel de croissance et de renouveau. Pour saisir ce concept, considérez l'analogie d'un sculpteur taillant un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau, sans aucun doute, est un choc pour la pierre, un moment d'impact qui change sa forme à jamais. Le marbre, s'il pouvait ressentir chaque coup, pourrait éprouver un moment de douleur. Mais cette douleur est temporaire. Avec chaque coup, le sculpteur façonne quelque chose de beau, de durable. Dans nos vies, nous sommes à la fois le marbre et le sculpteur. Les douleurs que nous ressentons sont les coups qui nous façonnent. Et avec chaque coup, nous avons l'occasion de créer quelque chose de plus raffiné, plus défini, et plus représentatif de ce que nous sommes censés être. Portons maintenant notre attention sur la différenciation entre la douleur temporaire et les luttes durables. La douleur temporaire est comme la météo, elle change, elle bouge, et elle finit par passer. Cela pourrait être la douleur de l'échec, la piqûre du rejet, ou l'inconfort de sortir de notre zone de confort. Ces douleurs sont aiguës, elles font intensément mal, mais elles ne sont pas des états permanents. Ce sont les douleurs qui, lorsqu'elles sont endurées et comprises, conduisent à la croissance personnelle, à de nouvelles opportunités et à une résilience accrue.
Les luttes durables, en revanche, sont différentes. Elles sont plus comme un climat. Un état à long terme qui peut définir notre environnement. Ce sont des problèmes plus profonds qui peuvent nécessiter une approche différente, souvent impliquant des stratégies à long terme, une aide extérieure, ou des changements de vie significatifs. La clé ici est de reconnaître le type de douleur auquel nous avons affaire afin de pouvoir y répondre de manière appropriée. Prenez un moment pour considérer la nature temporaire de la plupart des défis. Repensez à une époque où vous avez affronté une situation difficile. Peut-être que sur le moment, cela semblait tout englobant, comme si la douleur ne finirait jamais. Mais elle a fini par disparaître. Avec le temps, l'intensité a diminué, la situation a changé, et vous avez avancé. C'est la nature de la plupart des douleurs que nous rencontrons. Elles sont temporaires. Mais qu'est-ce qui rend la douleur temporaire si significative? Elle est significative parce que c'est durant ces phases d'inconfort que nous apportons souvent les changements les plus significatifs dans nos vies. C'est lorsque nous sommes inconfortables que nous sommes les plus susceptibles d'agir, de changer, de grandir. Le confort ne nous motive pas de la même manière. Le confort ne nous pousse pas à atteindre de nouveaux sommets, alors que la douleur le fait. Cette compréhension nous amène à une réalisation cruciale, la façon dont nous réagissons à la douleur est plus importante que la douleur elle-même. Notre réaction, notre attitude face à ces défis temporaires, détermine finalement leur impact sur nos vies. Voyons-nous la douleur comme un obstacle, une impasse, ou la voyons-nous comme un enseignant, un guide, un catalyseur de croissance? Le choix nous appartient. De plus, accepter la nature temporaire de la douleur nous permet de l'endurer plus gracieusement. C'est la connaissance que, cela aussi passera, qui nous donne la force de persévérer. C'est la compréhension que chaque expérience douloureuse est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, de renforcer notre résilience et de développer des stratégies d'adaptation qui nous serviront à l'avenir. Ainsi, en naviguant à travers nos parcours respectifs, rappelons-nous de la nature éphémère de la douleur. Approchons chaque défi avec l'état d'esprit que ce n'est pas un état permanent mais un moment dans le temps qui passera. Utilisons ces moments non pas comme des raisons de désespoir, mais comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de nous préparer pour ce qui nous attend. En avançant, il est important de reconnaître l'importance de développer la résilience face à l'adversité. Ce n'est pas seulement un sujet, c'est une compétence de vie cruciale. Il s'agit de transformer les douleurs et les défis temporaires que nous rencontrons en tremplin pour la croissance personnelle et la force intérieure. Tout comme un muscle qui devient plus fort avec l'exercice, notre résilience s'intensifie chaque fois que nous confrontons et surmontons des difficultés. Le parcours de construction de la résilience est semblable à la navigation d'un navire à travers des mers orageuses. Ces tempêtes de la vie, bien que redoutables, nous apprennent comment naviguer, comment stabiliser notre navire et comment en sortir plus fort avec les connaissances et l'expérience qui nous équipent pour les futurs voyages. C'est au cœur de ces tempêtes que nous découvrons notre véritable potentiel et notre résilience. La résilience n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons, elle se forge dans le feu de l'adversité. Elle se développe dans ces moments où nous faisons face à un défi si accablant que renoncer semble être l'option la plus facile, mais nous choisissons de persévérer. Chaque fois que nous surmontons un obstacle, chaque fois que nous trouvons un moyen d'avancer malgré les revers, nous renforçons notre résilience. Ce processus ne consiste pas à éviter la douleur ou l'adversité, mais à les affronter de front et à les utiliser comme des opportunités pour devenir plus forts et plus capables. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise faisant face à une crise financière. La situation semble sombre, l'avenir incertain. Pourtant, c'est en naviguant à travers ces eaux financières agitées, en prenant des décisions difficiles et en apprenant de chaque faux pas que ce leader renforce sa résilience. La crise devient un creuset, transformant son approche des affaires et du leadership. De même, dans nos vies personnelles, nous rencontrons des situations qui testent notre fortitude émotionnelle et mentale. Cela pourrait être la perte d'un être cher, un échec personnel, ou un défi de santé. Chacune de ces expériences, bien que douloureuses, porte en elle les graines de la croissance et de la résilience. En travaillant à travers notre chagrin, en apprenant de nos échecs ou en nous adaptant à de nouvelles limitations, nous construisons un réservoir de force qui nous aidera dans les défis futurs. De plus, construire la résilience consiste également à développer un état d'esprit qui voit les défis comme des opportunités. Il s'agit d'adopter une perspective qui voit au-delà de la douleur immédiate et se concentre sur le potentiel de croissance. Ce changement de mentalité ne se produit pas du jour au lendemain, il nécessite de la pratique, de la patience et de la persévérance. Il s'agit de s'entraîner à se demander,
Que puis-je apprendre de cela, au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette approche axée sur l'apprentissage transforme notre manière de faire face à l'adversité. Au lieu d'être abattus par les défis, nous commençons à les voir comme des expériences d'apprentissage. Chaque obstacle nous enseigne quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Ces leçons sont inestimables, elles ne peuvent pas être enseignées dans une salle de classe ou lues dans un livre. Elles sont apprises dans les tranchées de la vie, où la résilience se construit. Une manière efficace de construire la résilience est par la réflexion et l'introspection. Après avoir fait face à un défi, prenons le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Que avons-nous appris? Comment avons-nous grandi? Quelle force avons-nous découverte en nous-mêmes? Ce processus de réflexion transforme l'expérience en sagesse, la douleur en force. Un autre aspect clé de la construction de la résilience est le système de soutien que nous créons autour de nous. Tout comme un arbre s'appuie sur un réseau de racines pour rester droit et résister aux tempêtes. Nous avons besoin d'un système de soutien solide pour nous aider à traverser les moments difficiles. Ce soutien peut venir de la famille, des amis, des mentors ou même des conseillers professionnels. Ces personnes nous apportent des perspectives différentes, des conseils et le soutien émotionnel nécessaires pour persévérer. En outre, construire la résilience implique aussi de prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement. Tout comme un guerrier se prépare pour la bataille, nous devons nous préparer aux défis de la vie. Cette préparation comprend l'exercice régulier, une alimentation saine, un sommeil suffisant et des pratiques qui soutiennent notre santé mentale, comme la méditation ou le journal intime. En prenant soin de nous, nous nous assurons d'être dans la meilleure forme possible pour affronter ce qui nous attend. Abordons les défis avec un esprit de résilience. Voyons chaque difficulté comme une chance de devenir plus fort, plus sage et plus capable. Le processus de construction de la résilience est continu, il ne s'arrête pas après un seul défi ou une seule victoire. C'est un voyage de toute une vie, qui nous rend plus adaptables, plus robustes et mieux préparés pour l'avenir. En poursuivant notre chemin, en embrassant la résilience que nous avons construite en surmontant l'adversité, nous arrivons à une réalisation profonde, la douleur, dans sa forme brute et non vernie, peut être un puissant catalyseur de changement. C'est une force qui, bien qu'elle puisse initialement apporter de l'inconfort et de l'inquiétude, a finalement le pouvoir de transformer, de nous pousser dans des domaines de croissance et d'innovation que le confort et la routine ne pourraient jamais atteindre. Considérons l'essence du changement. Le changement naît souvent d'un lieu d'inconfort, d'un endroit où rester le même devient plus douloureux que le risque impliqué dans le changement. La douleur dans ce contexte n'est pas seulement un défi à endurer, elle devient une force motrice nous poussant à chercher de nouveaux horizons, à repenser nos stratégies et à réévaluer nos objectifs. C'est dans ces moments d'inconfort aigu que nous trouvons souvent l'élan pour apporter les changements les plus significatifs dans nos vies. Imaginez l'entrepreneur qui fait face à une entreprise en difficulté. Chaque jour apporte des dettes croissantes, des clients en diminution et la menace imminente de la faillite. C'est une douleur tout englobante, qui menace de submerger. Pourtant, c'est cette même douleur qui pousse l'entrepreneur à innover, à pivoter, à trouver une nouvelle façon de sauver son entreprise. Sans cette douleur, le confort du statu quo aurait pu mener à la stagnation. Avec elle, il y a une poussée vers la réinvention et finalement, le succès. De même, dans nos vies personnelles, la douleur peut être le déclencheur d'un changement transformateur. Considérons la personne qui fait face à une alerte santé. Ce moment de douleur et de peur devient un point de bascule, conduisant à une révision complète du mode de vie, de l'alimentation et de l'exercice. Ce qui était autrefois une routine inébranlable d'habitudes malsaines laisse place à un nouvel accent mis sur la santé et le bien-être. La douleur, par conséquent, devient un catalyseur pour une transformation positive et changeant la vie. Il est important de reconnaître que, bien que la douleur initie le processus de changement, c'est notre réponse à cette douleur qui détermine le résultat. Il s'agit de canaliser l'énergie de notre inconfort en action positive. Cela nécessite un changement de mentalité, une volonté de sortir de notre zone de confort et d'embrasser de nouvelles possibilités. Il s'agit de voir au-delà de l'inconfort immédiat et de se concentrer sur le potentiel pour quelque chose de mieux de l'autre côté. Le changement provoqué par la douleur n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu. C'est un processus réfléchi et délibéré d'exploration de nouvelles options, d'apprentissage de nouvelles compétences et d'ouverture à de nouvelles expériences. Il s'agit de prendre les leçons apprises de nos expériences douloureuses et de les utiliser pour construire un avenir meilleur, plus fort et plus épanouissant. En outre, considérez le rôle de la résilience dans ce processus.
La résilience que nous avons construite à travers nos expériences passées d'adversité devient un atout crucial lors de la navigation dans le changement. Elle nous donne la force d'endurer les incertitudes et les défis qui accompagnent tout changement significatif. Elle fournit une base de force intérieure sur laquelle nous pouvons compter lorsque les choses deviennent difficiles. De plus, la douleur en tant que catalyseur de changement ne s'applique pas seulement aux individus, elle s'applique également aux sociétés et aux organisations. L'histoire est remplie d'exemples de douleurs sociétales conduisant à des réformes et des avancées significatives. C'est souvent dans la foulée des crises et des conflits que nous voyons les changements sociétaux les plus profonds, que ce soit sous forme de nouvelles lois, de nouveaux mouvements ou de nouvelles façons de penser. Voyons les douleurs et les défis que nous rencontrons non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de réévaluation, de réinvention et de régénération. Approchons le changement non pas avec peur et appréhension, mais avec excitation et optimisme pour ce qui nous attend. Naviguer à travers des expériences douloureuses, c'est comme diriger un navire à travers une tempête traîtresse. Il s'agit de comprendre la nature de la tempête, de s'y préparer et de savoir que finalement des eaux calmes apparaîtront à l'horizon. Tout comme un marin expérimenté apprend à lire les vents et les vagues, nous aussi pouvons apprendre à naviguer à travers les eaux turbulentes de la douleur et en sortir plus fort et plus sage. D'abord, reconnaissez une vérité simple. La douleur sous ses différentes formes est une partie inévitable de nos vies. C'est une expérience universelle qui touche chaque vie à un moment donné. Mais bien que la douleur soit inévitable, la souffrance est optionnelle. Ce n'est pas la douleur elle-même qui cause le plus de détresse, c'est la manière dont nous la percevons et y répondons. Notre état d'esprit, notre approche de ces expériences, peut faire toute la différence. L'un des premiers pas pour naviguer à travers des expériences douloureuses est l'acceptation. L'acceptation ne signifie pas résignation ou abandon, il s'agit plutôt de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Et non telle que nous souhaitons qu'elle soit. C'est comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle. Cette acceptation nous permet d'arrêter de lutter contre l'inévitable et de commencer à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Elle ouvre un espace pour que nous puissions gérer notre situation de manière plus constructive. Ensuite vient la phase de compréhension. Cela implique de prendre du recul et de regarder la situation objectivement. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cette expérience peut-elle m'aider à grandir? Chaque défi porte une leçon. C'est en comprenant ces leçons que nous trouvons un sens à notre douleur, et ce sens nous aide à supporter le fardeau plus facilement. Un autre aspect vital pour naviguer à travers la douleur est de prendre soin de soi. Souvent, au milieu des expériences douloureuses, nous négligeons nos propres besoins. Cependant, prendre soin de notre bien-être physique, émotionnel et mental est crucial en ces temps. S'engager dans des activités qui nous nourrissent et nous revitalisent, comme l'exercice, la méditation ou passer du temps dans la nature, peut nous apporter la force et la résilience nécessaires pour faire face à nos défis. Il est également important de chercher du soutien en naviguant à travers la douleur. Tout comme un navire en pleine tempête peut envoyer un signal de détresse, nous aussi pouvons demander de l'aide. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes, un ami de confiance, un membre de la famille, un conseiller professionnel. Partager notre fardeau peut l'alléger, et les perspectives et les conseils des autres peuvent fournir une assistance précieuse pour trouver notre chemin. En développant un état d'esprit axé sur la résolution de problèmes, nous pouvons naviguer à travers la douleur plus efficacement. Au lieu de nous attarder sur le problème, concentrons-nous sur la recherche de solutions. Décomposons la situation en parties gérables et abordons chaque partie de manière systématique. Cette approche proactive nous donne le pouvoir de prendre le contrôle là où nous le pouvons et conduit à un sentiment d'accomplissement et de progrès. La patience joue également un rôle crucial dans ce voyage, le chemin à travers la douleur n'est rarement linéaire. Il y aura des revers et des détours. Il est important d'être patient avec nous-mêmes dans ce processus, la guérison et la croissance prennent du temps, et se précipiter ou forcer les résultats peut mener à la frustration et à l'épuisement. Un outil souvent négligé mais puissant pour naviguer à travers la douleur est la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, il y a des choses dont nous pouvons être reconnaissants. Se concentrer sur celles-ci peut changer notre perspective, apporter un sentiment de paix et d'espoir, et nous rappeler le bien qui existe encore dans nos vies. Maintenir un sentiment d'espoir est essentiel. L'espoir agit comme un phare qui nous guide à travers l'obscurité. C'est la croyance que les choses peuvent et vont s'améliorer. Cet espoir n'est pas basé sur des vœux pieux mais sur la compréhension que la douleur est temporaire et que nous avons la force et les ressources pour y faire face.
Comprendre que naviguer à travers la douleur n'est pas simplement un acte d'endurance mais aussi une opportunité de croissance profonde, nous arrivons à une réalisation éclairante. Cette réalisation est qu'il existe en effet un aspect positif à la douleur. Il peut sembler contre-intuitif d'associer la douleur à quelque chose de positif, mais c'est dans le creuset de nos défis et de nos inconforts que certaines des leçons de vie les plus précieuses sont forgées. Imaginez un instant un jardinier au premier jour du printemps. Le sol est retourné, les graines sont plantées, et toute la scène est une de bouleversement et de transformation. Pour l'œil non averti, cela peut sembler chaotique, voire destructeur, mais nous savons que ce processus, aussi ardu qu'il semble, mène à une floraison de fleurs vibrantes et de verdure luxuriante. De même, les douleurs et les épreuves que nous endurons sont comme le retournement du sol dans nos vies. Elles nous déstabilisent, oui, mais elles nous préparent aussi à grandir, à fleurir dans notre plein potentiel. L'un des aspects les plus positifs de la douleur est le développement de l'empathie et de la compassion. Lorsque nous ressentons la douleur, nous comprenons mieux ce que cela signifie de lutter, de se sentir perdu ou de faire face à l'adversité. Cette compréhension favorise un profond sentiment d'empathie envers les autres traversant des expériences similaires. Elle brise les murs de l'isolement et de l'ego, nous rappelant notre expérience humaine partagée. De plus, la douleur apporte souvent clarté et perspective. Au milieu de nos journées les plus occupées, il est facile de perdre de vue ce qui est réellement important. La douleur a une façon de couper à travers le bruit, de mettre en évidence les choses qui comptent vraiment. Elle nous rappelle la valeur de la santé, l'importance des relations et la précieuse nature du temps. Cette clarté peut conduire à une réévaluation des priorités, nous orientant souvent vers un chemin plus épanouissant. Un autre aspect positif de la douleur est la force et la résilience qu'elle développe en nous. Comme un arbre qui résiste à tempête après tempête, nos racines deviennent plus profondes, notre tronc plus solide, et sous nos branches plus robustes. Nous émergeons des expériences douloureuses non pas affaiblis mais plus forts. Plus résilients et plus adaptables. Cette force n'est pas seulement pour nous-mêmes, elle devient une source de soutien et d'inspiration pour les autres. La douleur a également le potentiel d'être un puissant motivateur pour le changement et l'innovation. Tout au long de l'histoire, certains des plus grands progrès et réalisations sont nés d'un lieu d'inconfort ou de mécontentement. La douleur nous pousse à défier le statu quo, à poser des questions, à innover et à trouver de meilleures façons de faire les choses. En essence, l'aspect positif de la douleur réside dans son pouvoir transformateur. C'est un enseignant comme nul autre, qui nous enseigne des leçons d'empathie, de clarté, de force et de motivation. Il remodèle nos vies non pas en nous diminuant mais en élargissant nos horizons, en approfondissant notre compréhension et en enrichissant nos relations. Il devient clair que notre cheminement vers la compréhension de la douleur n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un appel à l'action, une invitation à appliquer ces connaissances dans notre quotidien. Les connaissances que nous avons acquises sur la douleur, sa nature temporaire et son rôle de catalyseur de croissance et de changement posent les bases d'un chemin transformateur à venir. Considérons ce moment comme un point de départ, un tremplin vers un avenir où nous ne sommes plus à la merci de nos douleurs et de nos défis, mais en devenons les maîtres. C'est un avenir où chacun de nous, armé de résilience, de compréhension et d'un état d'esprit proactif, peut renverser les tendances de nos vies personnelles et professionnelles pour le mieux. Le premier pas de ce voyage transformateur est d'adopter un état d'esprit de puissance. Au lieu de voir la douleur comme un ennemi redoutable, voyez-la comme un défi à relever avec courage, intelligence et stratégie. Il s'agit de changer notre perspective d'un passif, pourquoi cela m'arrive-t-il, à un actif, que puis-je faire à ce sujet? Ce changement d'état d'esprit est la clé qui libère le potentiel de chaque expérience douloureuse pour être une source de croissance et d'apprentissage. Engageons-nous à être les architectes de notre propre destin. Nous avons vu comment la douleur peut être un catalyseur de changement, nous poussant à réévaluer, à nous adapter et à innover. La conscience est un pouvoir. Face aux défis, demandons-nous, comment cette situation peut-elle me pousser à grandir? Quel nouveau chemin puis-je explorer? Quel changement puis-je mettre en œuvre? Il ne s'agit pas de trouver des solutions immédiates. Il s'agit de définir une direction pour une croissance et une amélioration continue. De plus, n'oublions pas l'importance de la résilience. Cette résilience n'est pas un trait que certains possèdent et d'autres non, c'est une compétence que nous pouvons tous développer. Elle est forgée dans les feux de l'adversité, renforcée à chaque défi surmonté. Chacun de nous possède une force intérieure bien plus grande que nous ne le réalisons souvent. Engageons-nous à nourrir et à développer cette résilience, sachant qu'elle sera notre compagnon le plus fidèle en période d'épreuve. Reconnaissons le pouvoir de la connexion et de l'empathie.
Nos expériences partagées de douleur nous unissent dans une histoire humaine commune. En tendant la main, en partageant nos histoires et en nous soutenant mutuellement, nous allégeons non seulement nos propres fardeaux, mais aidons également les autres dans leur parcours. Soyons présents les uns pour les autres, offrant une oreille attentive, un mot d'encouragement ou un coup de main. Avançons avec un esprit d'optimisme et d'espoir. La douleur, aussi intense ou intimidante soit-elle, est temporaire. Au-delà de chaque nuit se trouve la promesse d'une nouvelle aube. Tenons bon à cet espoir en naviguant à travers les défis de la vie. Rappelons-nous que chaque expérience, surtout les plus douloureuses, est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de réussite ultime. En conclusion, je vous invite à embrasser cet appel à l'action. Prenons les connaissances et les leçons que nous avons recueillies et appliquons-les à nos vies avec détermination et enthousiasme. Rappelez-vous, dans la symphonie de votre vie, vous êtes le compositeur. Chaque défi, chaque douleur, est une note qui contribue à la beauté de la mélodie. Composons un chef-d'œuvre de résilience, de croissance et de succès. Le chemin à parcourir nous appartient, et bien qu'il soit parsemé de défis, il est riche en opportunités de grandeur. Commençons ce voyage dès aujourd'hui. Eh bien, il y a eu beaucoup de recherches récentes sur les qualités des entrepreneurs à succès. La qualité principale, selon 85% des entrepreneurs à succès, est le travail acharné. Ils attribuent leur succès à leur dévouement et à leurs efforts. La deuxième qualité est l'autodiscipline, car les entrepreneurs à succès sont capables de se concentrer et de se discipliner pour s'attaquer à leurs tâches les plus importantes de manière cohérente. La troisième qualité est la persistance, qui implique de surmonter les obstacles, les revers et les échecs. Si nous considérons ces trois qualités collectivement, elles représentent environ 90% du succès. Le travail acharné, l'autodiscipline et la persistance sont les pierres angulaires de la réussite en entrepreneuriat. Maintenant, le point de départ pour le succès est de planifier chaque jour par écrit. Sans un plan écrit, la navigation à travers les tâches devient chaotique, semblable à la conduite sur une route glissante. De plus, il est important de reconnaître qu'il n'y a que 3 activités clés chaque jour qui contribuent à 90% de votre valeur. Nous appelons cela les 3 grands, parfois j'enseigne cela comme la loi des 3. Il y a 3 activités qui représentent 90% de tout ce que vous faites. Tout le reste représente 10% ou moins. Donc, vous devez vous demander, quelles sont les 3 choses les plus importantes que je fais dans mon travail? Ensuite, vous devez vous discipliner pour commencer par la tâche la plus importante et y travailler jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est un principe très simple, mais c'est le début, le milieu et la fin du succès. Décidez de votre tâche la plus importante. Commencez immédiatement et travaillez sur cette tâche avec autodiscipline jusqu'à ce qu'elle soit à 100% complète. Dans la vie, c'est un principe très simple, mais tout succès vient de l'achèvement des tâches, pas seulement du travail. Ce n'est que lorsque vous achèverez les tâches que vous réussirez. Donc, vous devez ensuite vous demander, quelles sont les tâches les plus importantes que je devrais accomplir chaque jour? Oui. Et la règle est, ne vérifiez pas vos emails avant 11 heures du matin. Parce que si vous vérifiez vos emails, et ensuite il sera 17 ou 18 heures, et vous continuez à vérifier vos emails. Donc, les emails doivent être utilisés très soigneusement car les emails sont un grand danger de distraction, et la distraction est l'opposé de la discipline. Donc, la façon dont vous contrôlez les interruptions électroniques est de les éteindre, votre ordinateur. Éteignez tout, pour que vous puissiez travailler sur ces activités qui génèrent le plus de revenus. La clé la plus importante du succès est de commencer et de terminer une tâche importante dès le matin. Si vous mangez la grenouille, si vous essayez de faire beaucoup de choses, vous finissez par ne rien faire. Donc, vous faites une liste de tout votre travail avant de commencer, puis vous vous demandez si je ne pouvais faire qu'une seule chose sur cette liste. Quelle activité est la plus importante? Et ensuite, vous faites cette activité et seulement cela jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Si vous commencez chaque jour en terminant une tâche, vous doublerez et triplerez votre productivité. Eh bien, cela nous ramène à notre discussion sur la fixation d'objectifs. Vous devez également avoir des objectifs écrits pour votre vie. Une étude récente comparant les riches et les pauvres a révélé que 85% des riches ont un grand objectif sur lequel ils travaillent tout le temps, seuls 3% des pauvres ont des objectifs. Vous devez donc décider quel est votre plus grand objectif. Dans les affaires, généralement, votre plus grand objectif est le revenu personnel ou commercial. Si c'est votre plus grand objectif, alors c'est clair. Ensuite, vous dites, quelles sont les activités que je fais pour générer des revenus? Et de toutes ces activités,
Laquelle est actuellement la plus importante pour générer des revenus? Donc, les entrepreneurs pensent toujours en termes de génération de revenus et de ce que nous appelons la création de valeur. Il y a une autre étude intéressante qui vient de sortir, une très bonne étude. Il dit qu'il y a 3 règles pour réussir en affaires. Numéro 1, choisissez toujours une meilleure qualité plutôt qu'un coût inférieur. La plupart des entreprises pensent que la façon de vendre plus est de baisser le prix, mais la vraie raison du succès, et il y a des années de recherche là-dessus, est d'améliorer la qualité de votre produit. La deuxième règle est de se concentrer sur la génération de revenus plutôt que sur les coûts de votre entreprise, plutôt que sur le prix que coûtent les choses. Concentrez-vous sur la génération de revenus. Et la règle numéro 3 est qu'il n'y a pas d'autre règle. 2 règles, se concentrer sur la qualité et se concentrer sur les revenus. Vous améliorez la qualité de votre produit. Il y a eu une étude des 500 entreprises à la croissance la plus rapide dans le monde qui est sortie l'année dernière, et ils ont trouvé que le premier endroit où ils ont investi était l'amélioration de la qualité du produit. Si vous aviez une certaine somme d'argent à investir dans votre entreprise, ce n'était pas dans la publicité ou les machines ou les ordinateurs, mais dans l'amélioration de la qualité. Eh bien, à mon avis, si je réussis, les gens m'écoutent et prennent des actions différentes de celles d'avant, et ils obtiennent de meilleurs résultats. Donc, par conséquent, mon travail est d'étudier et de rechercher afin que je puisse donner aux gens les meilleures idées qu'ils peuvent utiliser immédiatement pour obtenir de meilleurs résultats. Et donc, je continue de rechercher sur chaque sujet, et parfois je trouve une nouvelle idée que quelqu'un a apprise qui est meilleure qu'une vieille idée, donc je vais la changer. La raison pour laquelle les gens viennent à un séminaire, vous dites toujours qu'un produit a 2 objectifs, il a un problème à résoudre ou un travail à faire. Donc, les gens embauchent un conférencier pour faire un travail. En d'autres termes, comme vous embauchez un charpentier ou un nettoyeur ou un peintre pour faire un travail, d'accord? Ils embauchent le conférencier, ou ils lisent le livre, ou ils écoutent l'audio parce qu'ils veulent qu'il fasse un travail. Et ils embauchent ce conférencier ou cet audio ou ce livre pour faire un travail. Donc, la question que vous posez est, quel travail cette personne veut-elle que je fasse pour elle? Maintenant, cela peut être du divertissement, comme aller au cinéma. Peut-être socialiser, comme aller au restaurant. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Quel est le travail? Et vous dites, eh bien, les gens veulent augmenter leurs ventes et leur rentabilité dans leur entreprise. C'est très simple. Donc, alors, mon travail est de les aider à augmenter leurs ventes et leur rentabilité immédiatement à la suite de mon séminaire. Alors, certaines personnes feront un séminaire et passeront tout leur temps à raconter des histoires sur eux-mêmes. Eh bien, cela ne fait pas le travail. Cela n'aide pas les gens à augmenter leurs ventes et leur rentabilité. Cela peut être divertissant, mais cela ne remplit pas l'engagement. Ça ne fait pas le travail. Donc, l'autre question est, quel est le problème à résoudre? Et dans toutes les entreprises. Si nous parlons d'entreprise, le principal problème est les ventes faibles. Les ventes sont trop faibles. D'accord? Alors, quelle est la solution aux ventes faibles? La solution est les ventes élevées. Par conséquent, le problème à résoudre est d'aider les gens à exploiter leur entreprise pour augmenter leurs ventes ou augmenter leur rentabilité. Toute la mission d'une entreprise, son objectif. Ses objectifs, sa stratégie, à mon avis, est d'aider les gens. C'est pour aider les gens à réaliser quelque chose ou à accomplir quelque chose qu'ils ne pourraient pas réaliser ou accomplir sans votre aide. Donc, voilà le « pourquoi ». Et pour moi, le « pourquoi » est très simple. Quand j'étais jeune, j'étais pauvre et je n'avais pas d'éducation et pas d'argent. Et puis, j'ai découvert l'apprentissage continu. Le développement personnel. J'ai trouvé que vous pouvez apprendre n'importe quoi dont vous avez besoin pour réussir dans ce domaine. Vous pourriez apprendre à faire une chirurgie du cerveau si cela était important pour vous. Vous pourriez apprendre à réparer une voiture coûteuse. Vous pourriez apprendre à préparer un plat en cuisine. Vous pouvez tout apprendre. Vous pouvez apprendre toutes les compétences commerciales. Vous pouvez apprendre toutes les compétences en vente. Quand j'ai découvert cela, je me souviens encore, je ne pouvais pas le croire parce que cela voulait dire que mon potentiel était illimité. Et plus vous apprenez, à cause du fonctionnement de votre cerveau, plus il devient fort. Donc, vous pouvez apprendre plus, plus rapidement. C'est comme un muscle. Si vous renforcez votre muscle, il devient plus fort. Alors, je l'ai pratiqué moi-même et j'ai changé ma vie en 1 an. Alors, j'ai commencé à dire aux autres, c'est ainsi que ça marche, et ils ont pris les idées et ont changé leur vie. Et donc,
j'ai commencé à enseigner et à dire aux gens ces idées. Et puis j'ai réalisé que j'avais besoin d'en savoir plus. Alors, j'ai passé des milliers d'heures à lire et à étudier et à aller à des séminaires. J'ai pris 4000 heures à l'université pour obtenir un MBA. J'ai suivi des centaines d'heures de programmes audio, peut-être des milliers, pour apprendre de nouvelles idées pour aider les gens à réussir plus vite qu'ils ne l'auraient jamais fait parce que j'avais cette expérience. Je voulais que tout le monde ait cette expérience. Même lorsque je vous parle maintenant, vous pouvez voir que c'est ma passion. Je veux aider les gens à réussir plus vite. Mais ce que vous devez demander, c'est si vous aviez tout l'argent du monde, si vous étiez riche, mais que vous deviez faire quelque chose, vous deviez toujours travailler, vous ne pouviez pas partir en vacances, que choisiriez-vous de faire? Que voudriez-vous faire si vous aviez tout l'argent? Et vous posez cette question, vous pensez, eh bien, si j'avais tout l'argent. Alors je voudrais faire ça. Vous savez, j'ai parlé à un homme qui est devenu riche, et il voulait construire des écoles en Inde pour les pauvres. C'est ce qu'il voulait faire. Il a maintenant construit 42 écoles. Je connais 2 amis proches à moi qui ont eu beaucoup de succès, et ils voulaient construire des hôpitaux en Ouganda. Ils ont vu quelque chose à la télévision, et ils ont visité l'Ouganda. Et ils ont réalisé qu'il y avait un grand besoin. Alors maintenant, ils reviennent ici et ils travaillent et ils collectent de l'argent, et ils retournent chaque année et ils construisent un nouvel hôpital en Ouganda. Donc, c'est quelque chose qui vous attire. Vous voulez le faire. Et donc, demandez-vous, si j'avais tout l'argent, que voudrais-je faire? Et puis, une autre chose que vous pouvez demander. C'est, que se passerait-il si vous aviez seulement 5 ans à vivre ou 10 ans? Vous dites, si je n'avais plus beaucoup de temps à vivre, que voudrais-je laisser derrière moi? Que voudrais-je que les gens disent de moi? Voici une histoire très importante. Ils ont étudié les 500 propriétaires des entreprises à la croissance la plus rapide au monde, et ils leur ont demandé, pourquoi avez-vous choisi cette entreprise? Et tous ont dit, j'ai choisi cette entreprise parce que j'aime vraiment le produit. Je voulais le produit pour moi-même, et donc je l'ai développé pour moi-même. Comme le fondateur d'eBay cherchait un moyen de vendre ses distributeurs de bonbons. Il avait une collection, et il n'y avait rien, alors il a créé un petit site d'enchères sur Internet au début. Et puis il a découvert qu'il pouvait vendre d'autres choses aux enchères. Ils ont construit eBay, l'une des entreprises les plus réussies au monde. Mais il l'a commencé parce qu'il le voulait pour lui-même. Donc, vous serez toujours réussi si vous créez le produit ou le service parce que c'est quelque chose que vous voulez et en quoi vous croyez pour vous-même. Il y a une grande histoire. La seule entreprise qui a connu la croissance la plus rapide dans cette étude des entreprises à croissance rapide a connu une croissance de 42 000 en un an. En 3 ans. 42 000%. C'est 4200 fois en 3 ans. Eh bien, quel était le produit? Le produit était un iPad spécialement programmé pour les enfants pour faire leurs devoirs. Et ils ont mis les programmes pour enfants de la télévision sur l'iPad, et ils ont mis les devoirs de l'école sur l'iPad. Donc, si l'enfant faisait ses devoirs, il pouvait regarder un programme télévisé. Quand il faisait plus de devoirs, il pouvait regarder plus de programmes télévisés. Donc, les enfants sont devenus motivés pour faire leurs devoirs, et tous leurs enfants, cette petite famille, 2 ou 3 familles, ont eu des A+ à l'école. Les notes ont augmenté. Ils ont toujours fait leurs devoirs, et toujours, donc les autres parents ont demandé, pourquoi vos enfants ont-ils de si bonnes notes? Ils ont dit, à cause de ce petit programme que nous avons développé pour notre iPad. Et ils ont dit, pouvons-nous avoir ça? Ils ont dit, oui. Et ils ont commencé à le dire à d'autres personnes. Ils ont connu une croissance de 4200%. Tout le monde voulait ce programme iPad pour aider leurs enfants à obtenir de bonnes notes à l'école. Vous pensez qu'ils ont résolu un problème, ils ont atteint un objectif, ils ont comblé un besoin. Je lis 2 à 3 heures chaque jour. Je lis tout le temps. Chaque fois que j'ai plus de temps pour lire, par exemple, la semaine prochaine, je vais voler en Géorgie dans le sud de la Russie. D'accord, le vol durera 15 heures. Je devrais dormir, bien sûr, mais je lirai probablement 8 heures sur ce vol. Je prendrai des livres, et j'ai des livres sur mon iPad, et j'ai des magazines d'affaires, et je lirai et je sortirai des pages et je lirai. Donc j'obtiendrai 8 ou 9 ou 10 heures. Et puis, en revenant, j'obtiendrai encore 8 ou 9 ou 10 heures de lecture. Mais chaque jour, je lis au moins 2 heures, chaque jour, juste en ville, un peu le matin, un peu pendant la journée, un peu le soir, en lisant continuellement. C'est très semblable à manger.
Vous ne pouvez pas manger, et les gens pensent, eh bien, j'attendrai le week-end. Et puis je lirai tous mes livres et magazines. Non, vous devez lire un peu à la fois. Et la clé de l'apprentissage, soit dit en passant, est très intéressante. En musique, toute la musique que vous entendez sont les pauses entre les sons. Ce ne sont pas les notes, ce sont les pauses. Donc, dans l'apprentissage, ce sont les pauses entre l'assimilation de l'information. Si je vous dis, le meilleur moyen d'investir dans votre entreprise est d'améliorer la qualité de votre entreprise. Pause. Vous devez réfléchir à cela. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le deuxième endroit où vous pouvez investir est d'améliorer votre qualité de marketing et ensuite le marketing. Et donc, en d'autres termes, vous devez prendre le temps de réfléchir à ce que vous apprenez pendant que vous l'apprenez. Sinon, c'est comme avoir un tuyau avec de l'eau dans la bouche tout le temps. Vous ne pouvez rien apprendre à moins de ralentir, de faire une pause, de réfléchir, de digérer. Oui, tout comme manger un bon dîner, vous devez mâcher et digérer et prendre du temps. Eh bien, le numéro 1, c'est ma famille. J'ai 4 enfants, et 2 d'entre eux sont mariés, et les autres se marieront, et ils ont des petits-enfants. 5 petits-enfants. Bien sûr, ma femme. Mais ma famille a toujours été en bonne santé et heureuse et a eu une bonne vie. Donc, pour moi, c'est plus important que tout le reste. Je dirais le numéro 2, qui est bien en dessous, je voudrais dire que j'ai aidé beaucoup de gens à réussir plus rapidement. Mais probablement la troisième chose est que je voudrais que les gens disent que Brian Tracy était un bon homme. C'est tout? Un ami loyal. Une personne qui dit toujours la vérité. Qui est un ami loyal? Qui est serviable? Qui soutient toujours ses amis? Vous pouvez toujours compter ou dépendre de lui pour quoi que ce soit. Comme vous êtes ici pour une interview, vous savez que je suis très occupé, je suis sorti de mon studio ce matin, je vais bientôt aller à une autre réunion. Mais j'ai une règle, si avec mes amis, tu es mon ami, quoi que tu demandes, la réponse est oui. Nous répondons. C'est toujours oui. Eh bien, si vous pouvez imaginer les pistons dans un moteur, d'accord, ils montent et descendent toujours. Donc, disons que vous avez un moteur de voiture avec 8 pistons. Eh bien, c'est la même chose que vos priorités, elles sont constamment différentes. Ils changent. Un monte, un descend, et cela arrive tout le temps avec votre vie, avec ma vie. Il n'y a pas d'explication simple. Cela change toujours. Et parfois chaque heure. Donc, vous devez juste continuer à fixer des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Maintenant, par exemple, quand mes enfants venaient me parler quand je travaillais, j'arrêtais toujours tout. Ma femme veut me parler? J'arrête tout le travail parce qu'ils sont plus importants. Et maintenant, mes petits-enfants viennent me voir quand je travaille. J'arrête tout pour prêter attention à mes petits-enfants. Ma priorité absolue, ce sont toujours les gens dans ma vie. Donc, quoi qu'il arrive, les gens passent toujours en premier. Donc, mon petit-enfant, ma fille, a 3 ans. Habituellement, mes petits-enfants ont une très courte attention, donc ça ne prend pas très longtemps, seulement quelques minutes, 2 ou 3 minutes, peut-être 5 minutes, et puis ils veulent aller faire autre chose. Eh bien, encore une fois, je travaille beaucoup sur le sujet de la réinvention du modèle commercial, de l'innovation du modèle commercial. Un modèle commercial comporte une dizaine de parties différentes, et elles sont très semblables aux pistons d'un moteur. Et la partie la plus importante d'une entreprise réussie, ce sont des clients satisfaits. Et donc, tout doit être secondaire aux clients satisfaits. Le travail principal d'une entreprise est donc de créer de nouveaux clients, de trouver de nouveaux clients, de réaliser plus de ventes. Le deuxième travail est de rendre ses clients heureux. Tout le reste est toujours secondaire. Donc, si vous avez un client, le client est maintenant la priorité absolue. Rendre le client heureux pour que le client revienne et achète à nouveau chez vous, c'est la chose la plus importante de toutes. C'est le battement de cœur. La paperasse, les ordinateurs, les emails, sont tous secondaires. Le client passe en premier. Maintenant, comment savons-nous que c'est vrai? C'est parce que toutes les entreprises qui réussissent mettent le client en premier, et les entreprises qui échouent pensent que les clients sont trop problématiques, ou que le client demande toujours trop. Et donc, ils pensent que leur travail dans leur entreprise est important. Mais la règle est qu'il n'y a pas de résultat à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y a pas de résultat à l'intérieur de l'entreprise. Tous les résultats se trouvent à l'extérieur de l'entreprise, avec les clients. Donc,
la raison pour laquelle vous planifiez et stratégisez et organisez est que vous puissiez vous concentrer sur les choses les plus importantes que vous puissiez faire pour rendre vos clients heureux. Tout le reste est secondaire. Certains êtres humains s'entendent bien ensemble, et d'autres pas. Et c'est juste un fait de la vie, tout comme quand un homme rencontre une femme. Parfois, il y a une connexion, parfois aucune connexion. C'est la même chose avec les clients. Parfois, le client vous aime, parfois le client est neutre. Vous ne pouvez pas changer ça. Donc, la clé est de créer autant d'occasions de rencontrer autant de nouveaux clients que possible. C'est comme trouver quelqu'un à épouser. Vous devez parler à beaucoup de gens. La meilleure chose, et j'enseigne un programme de séminaire complet sur l'embauche des meilleures personnes, mais un moyen simple est de faire une liste de tout ce que vous aimeriez chez la personne parfaite. Voyez, et puis quand vous rencontrez des gens, comparez avec vos idées. Écrire ces idées vous aidera à embaucher de bonnes personnes 2 ou 3 ou 5 fois mieux. Vous faites de bien meilleurs choix. Vous reconnaissez les bonnes personnes lors d'un entretien. Il suffit d'écrire tout pour que vous soyez clair dans votre esprit sur ce que vous recherchez. Tout d'abord, j'ai beaucoup d'expérience avec des assistants personnels, et j'étais très clair sur ce que je voulais qu'un assistant personnel puisse faire et quelle expérience précédente elle avait. Donc, quand nous avons trouvé cet assistant personnel, elle était parfaite. Elle correspondait à la liste en fonction de l'expérience et des connaissances. Probablement, je ne le fais pas moi-même. D'autres personnes feront ce travail, et ensuite je prendrai la décision finale. Et bien, la raison pour laquelle je suis devenu un conférencier international était parce que j'avais produit plusieurs programmes de formation vidéo que j'ai distribués à l'étranger dans des langues étrangères. Et par conséquent, les entreprises qui ont assisté à la formation vidéo ont dit, nous aimerions l'amener en Allemagne, puis en Pologne, puis en Italie. La deuxième façon est que j'ai écrit des livres. La principale raison pour laquelle je suis si populaire à l'étranger est à cause de mes livres. Et j'écris 4 livres chaque année. Un livre que je ne peux pas répondre parce que j'ai 70 livres. Et vous devez demander quel sujet serait le plus important pour votre développement. Ensuite, vous liriez mon livre, The Way to Wealth, qui est l'un des meilleurs livres jamais écrits sur le succès en affaires, et il vous guide pratiquement à chaque étape de ce que vous devez faire pour construire n'importe quelle entreprise. Si vous voulez apprendre à vendre, alors vous liriez un de mes livres sur la psychologie de la vente ou The Art of Closing the Sale. Si vous voulez mieux gérer votre temps, vous liriez un de mes livres sur la gestion du temps. Donc, la question est, quand vous dites, quel restaurant devriez-vous choisir? Cela dépend de votre appétit. Eh bien, ce soir, j'ai envie de ce genre de nourriture. Eh bien, cela dépend du sujet qui peut le plus vous aider en ce moment. Le mot « entrepreneur » signifie plus ou moins « futur ». L'entrepreneuriat dépend des entrepreneurs. Et ce sont des personnes qui prennent des risques pour créer de nouveaux produits, services et entreprises, et ils déterminent tout l'avenir de la France. Et heureusement, l'entrepreneuriat est apprenable. Vous pouvez apprendre à devenir un excellent homme d'affaires, et ensuite vous pouvez atteindre n'importe quel objectif financier que vous pouvez vous fixer. Je dirais que Brian Tracy est le conférencier et le leader de séminaire le plus utile dans le monde aujourd'hui. Ce que les gens disent de moi, c'est qu'ils disent que vous apprenez plus d'idées pratiques dans un séminaire avec moi qu'avec n'importe quel autre conférencier dans le monde. Et c'est mon objectif depuis de nombreuses années, et maintenant des millions de personnes disent ces mots, que si vous voulez apprendre beaucoup de bonnes idées, Brian a plus d'idées sur n'importe quel sujet que n'importe qui d'autre.